Attention, please. Kick this shit. Salut les complotards, moi c'est Babar. Ouais. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va taper sur Pierre Jovanovic parce C'est que absolument j'ai vu de nouveau un de ses tweets par rapport à cette vidéo et il y avait des gens en commentaire qui étaient là, ouais super, il a terminé les gens qui ont dénoncé que soi-disant c'était un fake, son truc, son swatting du JPN, blablabla. Et donc j'ai regardé très succinctement cette vidéo en regardant une fois toutes les 3 minutes et j'ai entendu 2-3 trucs qui m'ont vraiment saoulé, donc là on va le terminer, hein. Si vous voyez pas ma tête aujourd'hui, c'est normal, il fait une chaleur à crever. Donc là je suis désolé, mais là on va faire en mode podcast. Parce que sinon avec la cagoule je vais crever. Déjà là il fait trop chaud, donc voilà. Mais tout d'abord, si vous aimez mon travail, ce serait très gentil de faire le petit clic, le petit j'aime, le petit abonnement, hein. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh ben, vous pouvez aussi faire un petit don, hein. D'ailleurs, je remercie tous mes donateurs. Vous pouvez aussi faire le super chat et machin chose. Il y a la boutique, mais je pense que là, j'aurais encore rien fait sur la boutique quand cette vidéo elle sortira, parce que ça c'est une vidéo un petit peu express qui va passer devant d'autres vidéos qui étaient prévues. Donc on se retrouve, alors je sais pas si vous avez tous remarqué, hein, mais en ce moment ils sont tous en train de se plaindre. Jovanovic qui dit oh là là, on m'a fait du swatting, le JPN, le raid est venu chez moi et blablabla. Et puis vous avez aussi ici TV Liberté qui fait oh là là, on subit la censure bancaire et tout. D'ailleurs justement collectif sortie de banque que j'apprécie beaucoup et que je vous invite à liker sa page, à vous abonner à sa page. Et il a écrit, cela fait littéralement 5 mails et messages que l'on vous a envoyés sur 2 ans, blablabla, et que ils ont jamais répondu. Et justement moi j'avais déjà vu plusieurs fois Pierre du collectif qui avait envoyé des messages justement via Twitter à TVL et il y avait eu aucune réponse. D'ailleurs juste un truc, hein, c'est qu'ils vous font tous des conseils bancaires, oulala faut se débancariser machin chose, et ils suivent pas leurs propres conseils, hein, ce qui est quand même assez drôle. C'est absolument scandaleux. C'est d'ailleurs pour ça aussi que à mon avis Pierre il a été saoulé de leur truc. Et puis voilà, vous avez Putsch Media qui oh là là, on faut lancer une pétition à cause de la censure bancaire de TV Liberté, hein, oh là là. Et puis dernièrement vous avez aussi Toxin qui fait oh là là, on a été pris pour cible par TF1. Alors oui, alors apparemment il y a une interview. On est d'accord que les médias mainstream, il n'y a pas grand chose à en attendre, hein, donc voilà, mais eux sont encore pires parce que eux ils font semblant d'être de votre côté, mais ils sont juste là pour vous dépouiller. Donc là ils sont oh là là, face à TF1 nous devons être 3000 nouveaux soutiens, oh là là, bah oui 3000 nouveaux soutiens. Et donc voilà, le soutien c'est au moins 7 €, et donc par mois, hein. Donc, multiplier 3000 par 7, ils veulent se faire 21 000 € en un mois, hein, pour au moins un mois minimum. Et puis vous avez aussi, comme on avait vu dans la vidéo que j'avais déjà fait sur Pierre Jovanovic, où je vous ai démontré que tout ce qu'il vous avait dit sur le JPN c'était faux. Alors vous avez le Marcel D avec le Médian 4K2, oh là là, on a besoin de 120 000 €, et ça fait 97 000 €. Et c'est un truc de ouf, hein, quand même. Et donc ils sont tous
en train de pleurer pour de l'argent. Ils sont tous en train de vous dire oh là là, on est censuré, oh là là, on est attaqué, oh là là, il nous faut de l'argent. Mais en vérité, ils sont totalement en train de vous dépouiller. Hein. Et d'ailleurs, justement, on va voir un petit peu un truc assez marrant sur TV Liberté. Hein. Et justement, là, on est sur mon Discord. Hein. Et donc, je vous avais montré que donc j'avais parlé avec Ben qui se demandait si on pouvait être viré d'une banque du jour au lendemain. Et non, on peut pas se faire virer d'une banque du jour au lendemain. Et ils se sont pas fait virer de leur banque du jour au lendemain. D'ailleurs, là, on voit, ils vous ont laissé 2 mois pour changer de banque. C'est embêtant, mais aucune perte financière, blabla. Donc, il dit, oh, les pertes sont indirectes. Certains dons mensuels ont été interrompus, blablabla, blablabla. D'ailleurs, là, justement, Ben qui avait écrit TVL qui chiale parce que ses comptes sont fermés. Les mecs n'appliquent même pas les conseils qu'ils préconisent. Putain, le joke. Le truc aussi que j'avais dit sur mon Discord par rapport au site de TV Liberté, c'est que quand on fait là, quand on va sur Shodan, et ben on voit qu'il y a un Cloudflare, mais on peut quand même savoir où est le serveur du site. Hein. Et donc on voit le site TV Liberté est hébergé par UAB Cherry Server, société de droit lituanien, au capital de 14 769 €. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est Lituanie, c'est pas toujours ce qui est de plus propre. Hein. C'est quand même bizarre qu'ils sont en Lituanie. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais allons voir où est le serveur, où est-ce qu'on peut faire un don, hein. Et donc là, bizarrement, on n'est plus en Lituanie, on est en Suisse. C'est absolument... Je sais pas, j'en suis tout émoustillé. Alors vous faites votre idée par rapport à tout ça, mais on va continuer un petit peu à creuser TV Liberté. Et vous allez voir que c'est bien drôle. Donc, le président de TV Liberté, hein, c'est Philippe Miliot, hein, et en fait, TV Liberté est aussi actionnaire d'une société qui s'appelle Bulldog Media et qui est aussi tenue par le même Philippe Miliot, hein, qui est un mec qui faisait partie de l'équipe de Zemmour. Donc, je veux dire, quand même, si vous regardez tous les gens qui sont à TV Liberté et qui tiennent TV Liberté, ils sont tous soit issus du RN, en général plutôt du côté de Bruno Maigret, et il y en a une partie qui allait de nouveau chez Zemmour après. Et d'ailleurs, si vous regardez l'adresse de Bulldog Media, hein, c'est 15B rue Danton au Kremlin-Bicêtre. Hein. C'est quand même marrant que ça s'appelle Kremlin-Bicêtre, hein, la ville. Et TV Liberté, pareil, c'est la même adresse, c'est 15B rue Danton, Kremlin-Bicêtre. Après, il suffit de chercher vite fait sur Bulldog Media et vous trouverez tout de suite qui sont les actionnaires, mais TV Liberté fait partie des actionnaires de Bulldog Media, et d'ailleurs l'activité principale c'est presse et production audiovisuelle. Sauf que vous vous souvenez, hein, ils vous disent oh là là, on s'est fait débancariser, notre banque elle nous a jeté, c'est la censure bancaire. Or, on a ce petit document, hein, compte rendu de l'AGE du 3 avril 2025. Hein, donc comme par hasard, regardez 3 avril 2025 et ils vous ont dit ça quand? Oh, le 2 juin, 2 mois après, hein, et on vous a dit voilà, ils vous ont laissé 2 mois pour changer de banque. D'accord? Donc là on est dans les 2 mois. Et qu'est-ce qui est écrit? Le président constate que le quorum est rempli avec 6 actionnaires sur 8, représentant 186 parts sur 233. L'ordre du jour comporte une seule résolution, accord des associés pour poursuivre l'activité dans l'entreprise avec un capital social inférieur à la moitié du capital initial. Cette résolution est mise aux voix et recueille l'unanimité des voix. Et donc, voilà, ils vont continuer l'activité, mais donc ça va très mal financièrement. Alors, ils ont encore des fonds propres. Alors,
en 2023. Hein. Maintenant, je sais pas si en 2025, ils ont toujours des fonds propres, mais on peut voir que dans le résultat net, là, ils font moins 14 000 euros. Là, ils font à peine 911 euros de bénéfices. Là, moins 5 000 euros, moins 19 000 euros. Et donc, grosso modo, là, il leur restait 70 000 euros de fonds propres. Et on parle de Bulldog Media, mais on n'a pas les résultats financiers de l'association, puisque TVL, comme je vous ai dit, c'est une association. Si ça se trouve, l'association est totalement en faillite, ce qui est totalement probable, vu que Bulldog Media a déjà perdu plus de la moitié de son capital de départ. C'est absolument et que la faillite n'est plus très loin. Donc là, on va quand même regarder vite fait pour vous faire le truc, blablabla. Et donc, l'expression perte de la moitié du capital social fait référence à la situation dans laquelle une société constate, compte tenu de ses pertes, que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Et alors justement, comme vous le voyez, le capital social, c'était 233 000 euros. Donc, tous ces mecs-là, ils vous disent « Oh là là !» Souvenez-vous, toutes les vidéos que je vous ai fait sur Publication Agora, je vous ai aussi montré que les mecs, ils étaient en totale perte. Publication Agora, résultat net 2023, moins 123 000 euros. Hein. Avant, c'était moins 900 000 euros. Là, ils avaient fait un peu de bénéfices. Hein. Et comme vous pouvez le voir, en fonds propres, ils sont à moins 2 360 000 euros. Pour un chiffre d'affaires de 6,7 millions. Et pour un capital social de 43 000 euros, vous imaginez un peu, ils sont tous... En fait, ils sont tous en train de dire « Oh là là, la France, elle est mal gérée, et blablabla, et oh là là, on fait peur au pouvoir, c'est pour ça que on est tous... on reçoit de la censure bancaire et blablabla et blablabla et TF1 ils sont méchants avec nous et blablabla et blablabla. Regardez, il n'y en a pas un qui sait gérer son entreprise, ils sont tous en train de vous ponctionner mais des centaines de milliers d'euros tout le temps, tous les ans, j'ai même envie de vous dire. Et là, si vous regardez, ça fait genre un mois et demi qui sont tous en train de vous dépouiller de votre argent. Tous. Ils sont absolument tous un peu en faillite. Et en fait, moi, je ne comprends même pas comment c'est possible, à part vraiment ponctionner tout le fric des sociétés, des associations. Dire les autres, ils vous demandent, là, Média en 442, ils vous demandent 120 000 euros. Et en même temps, là, d'un coup, ils sortent une nouvelle chaîne, Kate TV, où la première vidéo, ah bah tiens, c'est de nouveau avec Jovanovic, qui va dire, oh là là, le raid, il est venu chez moi, et tout, oh là là. Et vous voyez, comme ils ont fait de la pub et tout, genre, il y a déjà 5000 abonnés, tu vois, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Et donc, vous avez cette vidéo, France en danger, le FMI va-t-il prendre le contrôle? Et ils sont là, oh là là, la France est en faillite, oh là là. On va être sous le joug du FMI et blablabla et blablabla et blablabla. Ils veulent juste vous faire peur et ils vont vous dire oh là là, faut acheter de l'or et ceci et cela et blablabla, tu vois. Alors, on va déjà regarder ce que dit un pro, Alexandre Lohmann. Alors là, c'est quand même marrant parce que Lisandro aussi, pour moi. Alors, je sais, alors il est peut-être pas méchant, j'en sais rien, tu vois, dans la vie, mais... Par contre, j'en peux plus des conneries qu'il raconte lui aussi. Et donc, qu'est-ce que dit Alexandre Lohmann? Répito, on est très loin du FMI. Et je suis parfaitement d'accord. Et parce que l'autre il dit, je crois que le FMI n'a jamais été aussi proche de nos portes. À suivre dans les prochains jours les notes des agences de notation. Et donc, j'aime bien, il dit marrant, car ce matin, un économiste sur RMC et un autre sur BFM disaient l'inverse. Et justement, Alexandre Lohmann dit, et encore si il y avait, ce serait d'abord la Commission européenne et la BCE.
Ouais, j'ai écrit et il m'a pas répondu. Hein. J'ai dit c'était un économiste de comptoir qui fait du catastrophisme pour vendre un truc, ou bien un mec random qu'on présente comme économiste juste parce qu'il parle de temps en temps d'économie. Hein. Je n'ai pas reçu de réponse. Hein. Vous savez que moi je suis contre l'argument d'autorité, c'est d'ailleurs pour ça que ma chaîne s'appelle Babar le complotard et que je dois leur prouver tout ce que je dis. Et justement il y a aussi ce problème où on présente tout le monde comme des économistes, même ceux qui n'en sont pas. Et justement il y aura de nouveau une interview avec Alexandre Lohmann. Alors elle sortira plus tard que le 30 juillet, puisqu'il y aura au moins cette vidéo qui a passé avant. Et il y aura aussi la vidéo sur le rapport annuel de la BRI. Et justement, où on parle avec Alexandre Lohmann de ce que c'est vraiment un économiste et ce que c'est que le travail d'économiste, tu vois. Histoire d'éviter qu'il y ait des gens qui nous disent un économiste, alors que c'était sûrement un journaliste économique et pas un économiste, tu vois ce que je veux dire. Et donc, Alexandre Lohmann, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous dit, spoiler, la tutelle du FMI est essentiellement un élément de communication du gouvernement pour faire passer le budget. Et donc, le truc qu'il faut déjà comprendre, et on en revient à ma vidéo sur la mafia de l'or, hein, qui, je le rappelle, est tenue quand même par un macroniste et un évadé fiscal, et que ces deux types, eh ben, ils tiennent tous les médias alternatifs, comme par hasard. Et ben là c'est pareil, ces gens-là, Idriss Aberkan et Pierre Jovanovic, en réalité, ils font le jeu du gouvernement tout en vous faisant croire qu'ils sont à la dissidence avec le ROD qui est venu chez moi. Et donc regardons un petit peu ce que nous dit le ministère de l'économie par rapport aux principales interventions du FMI. Hein. Donc on a le Mexique en 82, hein, on en a déjà parlé dans certaines vidéos vite fait, comme ça, et aussi Mexique 94, hein, justement parce qu'ils étaient passés à des taux fixes, à des taux flottants, donc ça posait des problèmes à pas mal de monde, bref. Voilà, ensuite vous avez la crise asiatique, hein, donc voilà, qui était une très très sale crise. Russie 1998, hein, j'ai envie de vous dire, la Russie en 98, elle était absolument nulle part. Hein. Enfin, je veux dire tout ça, la France en est loin de toutes ces crises. Hein. Brésil 98, pareil. Hein, Bon après, on va dire que la crise asiatique, ça a aussi une conséquence sur plein de crises qui se sont déroulées après, jusqu'à même la crise de la bulle dot-com. Et donc après, bon, bah, vous avez la Turquie en 2000, hein, et voilà, Argentine 2001, est-ce que vous êtes surpris L'Argentine, je crois qu'il a fait 7 fois défaut sur sa dette, hein. Voilà. Donc tout ça, on en est quand même loin. Alors après, on vous dire, alors ils vous prennent toujours l'exemple de la Grèce. Oh là là, la Grèce, parce qu'ils étaient à 115% du PIB, et nous, on est à 112 ou 113%, blablabla. Bla, 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 bla. Alors déjà, la Grèce bénéficie du soutien européen. Hein, il n'est pas un... Ah, j'ai oublié le mot, mais genre un donateur... comme la France où on donne plus qu'on reçoit de l'Union Européenne, eux ils reçoivent plus que ce qu'ils donnent déjà. Et ensuite on... oh là là, il a découvert un déficit de presque de 12,9%. Est-ce qu'on est à 12,9% de déficit? Non. Et on n'est pas non plus au même taux d'intérêt. Et justement, on peut prendre l'exemple du Portugal 2011, hein, qui pareil, le déficit public se monte à près de 10% du PIB, hein, et on nous explique que voilà, ces taux d'emprunt, enfin le Portugal a vu ses taux d'emprunt augmenter suite à la dégradation de la note de sa dette souveraine, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, je suis désolé, mais le Portugal, quand ils ont été en difficulté, hein, quand même, les taux d'intérêt sont montés jusqu'à 16%. Je vous ai toujours dit, moi, si les taux d'intérêt ils restent là où ils sont, ou même s'ils augmentaient un peu, il n'y a pas de souci. Et ils sont à combien en ce moment les taux d'intérêt? On est à 3,27%.
Et on est en dessous des États-Unis, en dessous de l'Angleterre. On est même en dessous du Canada, en dessous de l'Italie. Enfin, je veux dire, pour l'instant, vous n'avez absolument aucun problème au niveau des taux d'intérêt de la France. Et même si, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo sur la dette et dans d'autres vidéos, et dans des vidéos qui vont suivre, il y a une vidéo sur les impôts qui va être très intéressante. On pourrait encore descendre de plusieurs notes, ça poserait pas de problème. Ben, je sais pas si vous voyez, hein, même le 30 ans, il a 4%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Donc ces gens-là, ils font le jeu de la Macronie. Ah oui, et donc justement, il y avait quand même écrit, voilà, un article de l'Express. Et qu'est-ce que nous disait le Fonds monétaire international? Il n'y a pas de sujet actuellement. Et on nous dit, la question pourrait se poser, mais j'ai envie de dire ni demain, ni après-demain, si vraiment rien n'était fait, s'il n'y avait aucune volonté d'infléchir la trajectoire de la dette, évidemment qu'à un moment donné, la question se poserait. Mais j'ai envie de vous dire, mais c'est pareil pour tout le monde. Mais en vrai, moi je vous ai déjà dit que, en fait... Là, je crois pas que Enfin, si, j'ai peut-être déjà dû vous le dire vite fait, mais dans la vidéo sur les impôts, on verra que, en fait, si un pays commence à réduire sa dette, ça va poser de gros problèmes. Donc, on va enfin commencer cette vidéo. Hein, on va quand même la mettre en 1,75. Hein, vous savez pourquoi. Je suis pas allé jusqu'au bout, je suis allé jusqu'à 1 heure de la vidéo, j'ai un peu avancé, et après nous parler de tous les licenciements, blablabla, ça m'a gonflé. 5 ans de prison avec sursis, de 4 ans, pardon. Ça, c'est quand même une dinguerie. Surtout quand on voit certains macronistes qui ont fait bien pire et qui n'ont rien eu, mais c'est pas le sujet de cette ouverture. Je suis donc à la tête d'un État qui est en situation de faillite 21 septembre 2007. Ça ne rajeunira personne. Fillon a déclaré ça en Corse. Et ben, je me suis. Oui, alors là, c'est aussi marrant. L'autre, il a dit, on est dans un état de faillite en 2007. On est en 2025, spoiler, la France n'a pas fait faillite, hein, et pourtant elle a multiplié sa dette. Hein. Amusé juste pour voir, à vous dire quelle était la dette dans l'absolu à l'époque, donc en 2007, et c'était de l'ordre de 1200 milliards d'euros, ce qui est déjà pas mal, hein, bon. Sauf que comme vous le savez, entre-temps, on est passé à 3500 milliards d'euros, et on ne compte pas, Pierre Jovanovic va nous l'expliquer, on ne compte pas bien sûr la dette des collectivités locales, enfin il y a eu tout un tas de jeux d'écriture qui ont été faits pour permettre de planquer cette dette avec un scénario justement qui nous rappelle un petit peu la Grèce. Exactement. Voilà, donc ça nous fait du combien? Ça nous fait du 173% d'augmentation, c'est-à-dire que quand Fillon a dit « je suis à la tête d'un État qui est en faillite », eh bien, entre cette époque et aujourd'hui, c'est 173,9% d'augmentation de la dette. C'est complètement du foutage de gueule, et parce qu'on a des gens qui n'ont... Oui, le Japon n'a pas fait faillite avec, il y a plus, je crois, 260% ou un truc comme ça de dette. Hein. Absolument aucune alphabétisation politique. Tu as vu Pierre dans la rue, on faisait un micro-trottoir, et t'as quelqu'un qui disait oh la dette, on s'en est pas si mal sorti pour le Covid, hein. On s'en est pas si mal sorti pour la crise de 2008. Donc c'est juste, je veux qu'on ouvre là-dessus, Pierre. En fait, si quelqu'un passe dans la rue et te gratte un billet de 100 balles, et tu vas lui demander ce qu'il va faire avec, tu vois. C'est la balle. T'as quelqu'un qui s'il te plaît, j'ai besoin d'un billet de 100 balles. Alors là déjà, c'est un biais cognitif total. En fait, il compare votre compte en banque et votre argent au bilan du gouvernement. Or, on l'a déjà vu dans la vidéo sur la dette, et on le verra encore plus dans la vidéo sur les impôts, que le bilan du gouvernement et de l'État ne fonctionne absolument pas comme le vôtre. Jamais dans la vidéo ils vont vous dire que la dette est un collatéral, etc. Enfin, un collatéral dans le bilan des banques. Ils vont jamais vous parler du marché de l'euro-dollar et de tout ça. Ils vont même jamais vous parler de la différence entre de la monnaie banque centrale et de la monnaie commerciale. Et donc là, ils vous font tout un blabla pour en fait vous tromper, et en fait ils vous donnent un exemple enfantin alors que le système monétaire ne fonctionne absolument pas comme l'exemple qu'ils vont vous décrire. Question, mais si j'ai besoin que tu me dises ce que tu vas faire avec minimum. Et le bon sens paysan de base qu'on a pour prêter un billet de 100, on l'a pas pour 3500 milliards. C'est-à-dire que ce gars interviewé dans un micro-trottoir, je vais pas l'accabler, il est juste con. C'est sa responsabilité d'être con, mais il est juste con. Et voilà, donc en fait si t'es pas d'accord avec eux, c'est toujours pareil, ils te traitent de con. C'est toujours pareil, ils te traitent de con. Or, je suis désolé, mais c'est eux les cons, c'est vous les cons.
Idriss et Pierre, vous êtes des cons. Vous ne comprenez même pas le bilan d'une banque. Ce gars qui dit mais on s'en est bien sorti pour le Covid, c'est tout. Une phrase, il dit on s'en est bien sorti pour le Covid, c'est bon, sur une phrase tu peux passer 3500 milliards au peuple français. Pierre Jovanovic, bonsoir. Bonsoir Idriss, merci pour cette émission spéciale mise en laisse. Ah bah oui, ça comme ça. Mise en laisse, t'as Ouais. tout résumé. Écoute, explique-nous, parce que t'avais tout vu venir, t'avais tout décrit. Pierre-Yves Rougeron aussi d'ailleurs avait dit rendre la France ingouvernable de l'intérieur pour qu'elle soit gouvernée de l'extérieur par la Commission européenne et par le Fonds monétaire international. C'est exactement ce vers quoi on se dirige, tranquillement. Et les seuls garde-fous qu'on a, c'est des mecs dans la rue qui disent non, mais on s'en est pas si mal sorti pendant le Covid. Donc arrêtez de vous. Oui, et donc en fait, bah voilà, et souvenez-vous de ce qu'a dit Alexandre Lohmann, c'est la communication du gouvernement pour faire passer le budget. Et là, ils sont en train de tromper toute la dissidence en faisant le jeu du gouvernement. Et donc, ce que Goldman Sachs a fait, c'est exactement ce qu'ils feront beaucoup plus tard dans les subprimes, au moment de la crise de 2008, bien entendu, 2007, 2008, 2009. Le sujet de ton nouveau livre. C'est ça. C'est-à-dire que, comme ils savaient qu'ils avaient truqué. En fait, bon, il y aura des gros cuts, hein, mais là, de nouveau, le livre 2008, blablabla. Il est déjà en train de faire sa pub. Alors aussi, un truc, je viens juste de percuter, hein. Aberkan, il en peut plus, hein, il est toujours obligé de montrer qu'il a un doctorat. Il peut pas écrire Idriss Aberkan, Pierre Jovanovic. Non, il faut toujours cet argument d'autorité. Oh là là, j'ai trop un doctorat. Mais il comprend même pas. Le mec, il comprend même pas quand le quantitative easing ça marche. Il comprend pas comment la monnaie de banque centrale elle marche. Il pourrait même pas vous dire que la dette elle s'achète au travers du système ESS de la Banque de France et des trucs comme ça. Mais oh là là, je suis un docteur. Ensuite, médaille de bronze, c'est la France, donc dette publique. Alors là aussi, on a mis tout ça au minimum. C'est juste l'État français, on compte pas les régions, on compte rien du tout. 113. Et ça, c'est les chiffres officiels de l'Europe, de Bruxelles, je précise. Donc il faut rajouter, pour ma part, on est à 160%. Et selon un article du Figaro qui date d'il y a 2 ans, dans lequel ils avaient pris également l'endettement des régions, parce que je rappelle que Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir, et à la demande des Américains, pour que la France, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, et notamment ce que disait Rougeron, c'est-à-dire que pour que la France soit endettée encore plus, ils ont séparé, parce que la France avant, toutes les régions ensemble, c'était la France. On C'était la centralisation. Exactement. Et ben là, on est séparés. C'est-à-dire, imagine par exemple, je sais pas, vous êtes Idriss, tu es en couple, tu as 2 enfants, et bien au lieu d'avoir l'endettement du ménage, il y a ton endettement, le mari, il y a l'endettement de monsieur et de madame, et puis il y a ceux des enfants. Hein, T'as même Là, il y a un truc là qui vous dit, c'est bien beau là, tout ce qui vous dit, oh là là, on prend pas la dette en compte des régions, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Sauf que, bah, moi, je suis désolé, mais en fait, on le prend totalement en compte, puisque vous avez je vous ai déjà montré ce tableau, c'est le tableau de la décote des actifs qui est appliqué quand on utilise de la dette, que ce soit de l'État, d'une région, d'une entreprise, comme collatéral dans le système de la BCE. Et comme vous voyez, catégorie 1, Central Government Debt Instrument and Debt Instrument issu par Central Bank, hein, donc dette du gouvernement et grosso modo des banques centrales. Et là, c'est local, catégorie 2, local and regional government debt instrument. Donc, vous voyez ça, et puis bon, Jumbo Covered Bond, Agency Debt, blablabla. Donc, grosso modo, les régions sont dans la catégorie 2. Et comme vous pouvez le voir, hein, donc la France, elle est entre AAA et A-, puisqu'elle est AA-. Donc, comme l'État est en catégorie 1, donc si c'est une dette à 1 an, et en fait il n'y a que 0,5% de décote des actifs, c'est-à-dire que 100 € de dette vaut simplement 99,5 € comme collatéral. Et c'est pas la même décote pour la catégorie 2, donc les régions, puisque là vous avez une décote de 1%. Donc, si la dette des États est prise en compte et la dette des régions aussi est prise en compte. Alors, peut-être pas dans le calcul parce qu'ils sont dans les pourcentages à la con, mais c'est pas ça ce qui importe. C'est toujours pareil. Et ce qui importe, c'est la crédibilité. Et donc, en fait, ils sont en train de vous parler d'un système financier qui, en fait, n'existe pas. En tout cas, pas sous la forme dont ils vous font croire qui fonctionne de cette manière-là.
Et c'est bien là, c'est bien ça le gros problème de tout ça. Ça fait 20 ans là qu'il vous promet là l'apocalypse financière. Alors oui, il y a eu 2008, mais bon, il vous promet vraiment une apocalypse de chez Apocalypse et une hyperinflation que pour l'instant on n'a jamais vu. Et là, il vous promet que le FMI va prendre le contrôle de la France, alors que le FMI vous dit ni demain ni après-demain, mais c'est sûr que si vous continuez à faire 6% de déficit par an, un jour, bien sûr, il se posera une question. Voilà, c'est ça la beauté. C'est la beauté du geste. Ouais. C'est une escroquerie monumentale et qui a été appliquée par Sarkozy, je rappelle. Ouais. Alors c'est très technique, mais quand on l'explique simplement. Comme tu le sais, il a perdu, c'est le seul chef d'État français à perdre la Légion d'honneur avec. Depuis Pétain. Il a vendu le stock d'or déjà cet enfoiré. Il nous a niqué le vote européen. Là, il a fait passer l'Europe Lisbonne avec le traité de Lisbonne en 12. Franchement. Alors ce qui est drôle quand même, hein, tu vois, c'est que comme je l'ai déjà dit, toute la dissidence est tenue par la mafia de l'or. Hein. Et le grand patron de toute cette mafia de l'or, hein, c'est Jean-François Faure, hein, qui vous avait dit une parole de sage, tente même Jean-François Faure, fondateur des startups aucoffre.com et Veracash, parce qu'il avait critiqué l'autre, la suédoise là. How dare you? C'est absolument scandaleux. Excuse-moi. Greta Thunberg. Et donc après, c'est pas tout ce qu'il avait dit, hein. Jean-François Faure. Hein. Et quant à l'actuel locataire de l'Élysée, Macron, c'est un sarkozyste en devenir, observe Jean-François Faure. Il est encore tout feu, tout flamme parce qu'il a 40 ans, mais il va s'assagir avec le temps. Et donc c'est toujours pareil, oh là là, Sarkozy, le traître qui a vendu l'or de la France, mais par contre, le fait que Jean-François Faure soit tout content de Sarkozy, c'est marrant, il n'y a jamais personne dans la dissidence qui tape sur Jean-François Faure. Hein. C'est mérité. Et encore, on est en dessous de la. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas, notamment les petits artifices comme ça, là, et surtout l'escroquerie qu'il nous a fait pendant. Il s'est fait enfler pendant en 2007-2008. Mais je reviens à un autre classement, il parade. Je vais remonter juste parce que comme tu le disais, donc c'est 181% depuis 10 ans l'or. Hein. Juste 2016, on parle même pas. Oui, mais l'or ne monte pas. C'est tout le reste qui descend. Voilà. Numéro 4, Belgique, 105% du PIB. Alors ça aussi c'est toujours pareil, l'or ne monte pas, c'est tout le reste qui descend. Ben non, comme on a déjà vu dans la vidéo où je vous disais que le dollar ne perd pas de valeur au travers du temps, et ben un Brésilien qui aurait gardé de l'or depuis 2011, et ben il aurait fait x2 sur ses économies contre des biens et des services. Donc il n'y a pas que l'or qui monte, le dollar aussi. Le dollar prend de la valeur partout, sauf dans son pays d'origine. Ouais, on veut dire que le patron de Renault se casse de Renault. Il a attaqué Saddam. Voilà, donc l'industrie auto française, enfin pas que française, européenne, elle est morte. Je vais juste montrer, tu sais, le super tanker BYD là, parce que là on voit quand même. Oui, on en a parlé la dernière fois, je m'en souviens. Voilà le bateau, donc je vais l'afficher, c'est merveilleux. On est à un niveau qui est bon, c'est soit il coûte quasiment 1 milliard le machin en dollars. Et c'est un bateau usine. C'est un bateau, enfin il fabrique pas, mais il va arriver avec des volumes de BYD pour lesquels on n'est pas prêt, ça c'est clair. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là-dessus qu'ils transportent les usines qui vont monter en Europe pour pas être taxés. Je précise. Oui, mais est-ce qu'il précise que BYD est un problème en Chine et que les grands parkings qu'on a déjà vu, les parkings de voitures électriques mortes en Chine, eh ben c'est des BYD, hein. Alors ça, c'est toujours pareil, ils sont toujours en train d'encenser la Chine, la Russie et tout ça, et ne précisent jamais tout ce qui ne va pas. Toujours aussi pour vous faire croire que oh là là, les BRICS vont nous sauver, oh là là, la monnaie des BRICS, oh là là. Et ben on va se ramasser ça sur le coin de la tronche, et avec toute la dette qu'on a levée, on n'a pas d'alternative, on n'a pas de centrale nucléaire. Justement, dans le droit fil, alors il y avait ça, alors ça c'était dans la semaine du. Alors là aussi c'est toujours pareil, c'est qu'ils pensent parce qu'on a levé de la dette, on n'est plus capable d'investir. Or, on l'avait déjà vu dans la vidéo sur la dette et on le verra dans la vidéo sur les impôts que non, c'est pas le cas. Hein. On peut payer les intérêts de la dette et continuer à investir sans aucun problème. C'était le 26 mai, hein, voilà, vous le retrouverez sur quotidien.com. Le FMI menace la France de mise sous tutelle. Alors, comment avec mes 15 ou 17 ans d'expérience de crise financière, en fait, parce que le langage bancaire est très spécifique, hein, tout ça c'est très watté, c'est la watt, hein, c'est un peu la chanson. Les vraies techniques, bien sûr. La sémantique, hein, c'est la sémantique, tout est dans la sémantique. Tu te rappelles, c'est inconnu, les langues hermétiques, hein, c'est exactement ça. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Et bien, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le FMI est comme un requin qui tourne autour de la France, qui est en train de se noyer littéralement dans sa dette. Et je referme cette parenthèse parce que je veux terminer juste
parce que je parlais de mes reportages en Grèce. Alors, ce qui va se passer, hein, voilà, je dis ça à tous nos auditeurs, c'est très simple. Donc, en Grèce, ça je l'avais vu, les retraites donc, seront à un moment donné baissées de 20%, puis de 30, puis 40, et enfin de 60. Voilà, exactement. Ça s'est passé comme ça en Grèce. Et c'est les Allemands. Voilà. Et je donne un exemple pratique, parce que je l'avais vu à l'époque à Athènes. Il y avait un pilote de chasse de l'armée de l'air grecque qui était à la retraite. Donc, pilote de chasse, 30 ans, 40 ans de carrière. Le mec, c'était pas un porteur de valise à la gare. Hein, voilà. Sa retraite, elle était de mémoire à l'époque, elle était de 1100 ou 1200 euros. Voilà. Il a fini, de mémoire, il a fini à 400 ou 500 euros. Voilà. Alors, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Bien sûr. Alors là aussi, il y a aussi un problème, c'est que il nous parle que de la retraite française et la façon dont on fait la retraite française, et il nous parle pas de la retraite par capitalisation. Hein. Enfin, voilà, vous avez cette chaîne Jean USA, hein, qui est un Français aux États-Unis, hein, et donc demandez-lui la différence, allez voir cette vidéo sur la différence entre la retraite française et la retraite aux USA, hein, et vous allez vite comprendre pourquoi est-ce qu'il vous dit la France vous arnaque. Mais ça, oh là là, il faut surtout pas en parler. Hein. Et parce que surtout parce que la grande majorité des retraites ont été braquées en 2008 pour sauver les banques. Exactement. Il n'y avait pas que les banques. Il y avait pas que les banques. Et voilà, il faut de nouveau se refaire de la pub pour son livre. Voilà, oublié. Parce que les fonds de retraite, qu'est-ce qu'elles avaient fait de mémoire, Malakoff Médéric et également une banque d'État, ils ont perdu des milliards dans les subprimes. Il faut les récupérer. Et c'est de l'argent qui a été exactement, c'est l'argent des collectivités locales qui ont été mises en gestion à l'État. Disparu, je rappelle. Donc et ça, l'argent magique là, il est pas apparu parce que nous, on n'a plus de monnaie. C'est le principe même. C'est pour ça qu'ils ont fermé. C'est Varoufakis qui avait dit ça. Varoufakis, je m'en souviens très bien. La première chose qu'ils ont faite en Grèce, c'est de fermer toutes les imprimeries qui pouvaient imprimer des drachmes ou qui pouvaient par définition jamais revenir exactement. Ou qui auraient pu voilà. Et donc en fait Varoufakis, quand il y a eu le fameux clash en 2011-2012, et Varoufakis en fait s'est heurté au fait qu'il n'avait plus d'imprimerie en Grèce qui pouvait imprimer des drachmes éventuellement. Moi je rappelle que je sais pas, est-ce qu'il est en... Alors... Quand j'entends ça, et franchement, c'est... Genre, on est quoi? On est en 1920 ou ça se passe comment? Enfin, je voudrais juste vous dire que la monnaie de banque centrale, c'est sur ton compte à la banque centrale. Je veux dire, et en plus, on n'imprime pas de l'argent comme ça, comme j'ai déjà dit. Une banque, si elle veut de la monnaie de banque centrale, il faut qu'elle donne un collatéral à la banque centrale. La banque centrale lui fait un prêt avec justement un taux d'intérêt. Et en plus, ce que je vous ai montré avant, il y a la décote des actifs que la banque se prend aussi dans la gueule. Et ensuite, pour transformer cette monnaie de banque centrale en cash, il faut bien que vous ayez de l'argent sur votre compte. Or, cet argent, il est créé par les banques privées. Et donc, vous ne pouvez pas mettre ces billets en circulation dans l'économie s'il n'y a pas eu une richesse qui a été créée en monnaie commerciale. Et donc, là, les mecs, ils vous disent que, genre, oh là là, ils n'ont pas pu faire de planche à billets parce que l'imprimerie avait été fermée. Non mais écoutez les conneries qu'ils vous racontent. Je sais pas, ceux qui sont pour Jovanovic, réveillez-vous parce que ce qu'ils racontent là, moi je vous dis que ça fait peur. Hein. Et en plus de mémoire, hein, les billets en euros, les premières versions, il me semble que quand il y avait la lettre Y dessus, c'était imprimé en Grèce. En tout cas, les premières séries des billets en euros, il y en avait qui étaient imprimés en Grèce. Maintenant, il me semble qu'il n'y en a plus du tout qui est imprimé en Grèce, c'est principalement en Allemagne et en France. Et je crois aussi en Italie. Franchement, je sais même pas quoi dire face à tant de conneries. Genre, pour sortir de l'Union Européenne, faut sortir de l'euro. Ah, mais on n'a plus d'imprimerie. Oh là là, mais alors on peut pas. Non, mais est-ce que vous entendez les conneries qu'ils vous racontent? Alors là, on est sur le site de la Banque Centrale du Luxembourg, hein, juste comme ça. Hein. Donc, ce qu'on voit, hein, c'est que... Alors ça, c'était la première série. Comme on le voit dans la première série, en fait, le Y, ça correspondait bien à la Grèce.
Alors, bah tiens, l'imprimerie et lettres de la série Europe, qui est la deuxième série. Ah bah merde, la Banque de Grèce, elle imprime toujours des billets. Donc moi, je sais pas, hein, faites-vous votre propre avis. Hein. On n'a plus d'imprimerie, mais pourtant, on peut toujours imprimer des billets en euros. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Encore une fois, il est pris en flagrant délit de mensonge. Ok, je lui dirais. Mais maintenant, c'est la même chose, on est d'accord avec la France, puisqu'on peut plus imprimer de nom. Et c'est terminé. Bah, c'était mon reportage. Ça aussi, vous le retrouvez. Alors, si on peut toujours imprimer... On peut toujours imprimer des francs si on a envie. J'ai même envie de vous dire que la monnaie de banque centrale de la Banque de France ne va pas dans la Bundesbank ou la Banque d'Italie ou la Banque d'Espagne. C'est même pour ça que vous avez ce qu'on appelle les soldes target. Donc en fait, chaque pays, c'est même pour ça aussi que vous avez des pièces différentes dans chaque pays. Comme je vous l'avais déjà montré dans plein de vidéos, c'est parce que chaque pays a toujours sa propre monnaie, sauf que tout le monde appelle ça des euros et tout le monde fait ça avec un taux de change de 1 pour 1. Donc, bah si la France sort de l'Union Européenne et de l'euro, elle peut toujours imprimer des francs. Retrouvez onglet reportage. Onglet reportage. Arjo Willings, l'imprimerie Arjo Willings. Qui avait une protection digne des centrales nucléaires ou d'installations militaires, et qui fabriquait non seulement le papier, un papier spécial qui était vendu d'ailleurs dans le monde entier, y compris à Israël d'ailleurs, parce qu'Israël fabriquait son papier en France, Ouais. et qui fabriquait les passeports de mémoire, et surtout les permis de conduire, enfin tout ce qui était certifié, des trucs avec des sécurités. Hein, et Arjo Willings était un des rares qui pouvait le faire. Et figurez-vous que ils ont les patrons, comme chez Nokia, tiens, il y a 20 millions qui ont disparu, il y a 2 millions qui disparu par là. C'est comme Nokia, le patron PDG de Nokia qui a reçu un bonus de, je sais plus, 20 millions, je crois, ou 2 millions, parce qu'il a mis Nokia en faillite. Hein, je parle des téléphones. Voilà. Donc, tout était calculé à l'avance. Ils ont dézingué les imprimeries qui nous permettraient, nous en France éventuellement, se dit fuck you Bruxelles, on revient au franc et on imprime nous-mêmes notre monnaie. Voilà, point barre. Ça, c'est plus possible. Le diable est dans les détails. C'est absolument scandaleux. Voilà, c'est la phase. Et donc, non mais est-ce que vous écoutez les conneries qu'ils vous racontent, hein, parce qu'il n'y a plus l'entreprise qui fabriquait le papier. Ah bah non, on peut plus. Non mais franchement, faut arrêter. Franchement, il vous prend vraiment pour des cons, hein, le mec, c'est un truc de ouf. Hein. Pour faire le- Attends, vous voyez, c'est 2000 avocats là. 4000. Pardon. Voilà, la banquière de la JP Morgan à l'origine de la crise mondiale. Et en effet, Voilà, faut toujours faire un petit peu de la pub pour ses livres. Hein. Non, attends, Idriss, je vais juste. Ça, c'est le texte du FMI. Des décisions difficiles sont nécessaires en France pour rétablir les finances publiques. Indiqué ce jeudi 22 mai, le FMI mettant en garde contre des hausses d'impôts excessives au détriment de la baisse des dépenses publiques. La mise en œuvre de cette consolidation budgétaire substantielle nécessite blablabla. Voilà. Donc, ça, c'est tout le truc bancaire. Ça veut dire qu'ils sont en train comment dire, comme les requins, ils sont en train de tourner autour et de se rapprocher Ils ont braqué, quoi. avant de mordre. Ouais, il a pas continué le blablabla parce que comme on a vu avant, ça l'arrange pas. C'est quand même marrant, il vous dit pas que qu'on vous a dit oh là là, oui non mais ça sera pas pour demain ni pour après-demain. C'est absolument scandaleux. Spécial qui tient la pyramide, Oui, dans la excellent. pyramide du Louvre. Voilà. Saint-Gobain, c'est les Voilà, c'est légendaire, véritablement. En fait, la France, depuis 40 ans, la France est totalement dépouillée. Chaque année qui passe, il y a une industrie qui s'en va. Et c'est ce qu'a dit Montebourg. C'est pas cher. Oui mais en fait eux alors ils disent oui oh là là toutes les entreprises se font dépouiller, enfin la France se fait dépouiller et tout. Mais d'un côté ils sont quand même en train de faire le jeu de toujours tout ça, puisqu'ils sont en train de dire oh là là, la France est en faillite, et donc si elle est en faillite, faut tout vendre. Mais si elle est pas en faillite, pourquoi est-ce qu'on vend tout? Ça c'est une autre question. Mais eux, ça les intéresse pas. Faut faire du catastrophisme, tu vois. Parce que ça, on l'avait chroniqué avec Laurent Fentz sur la radio ici et maintenant, parce qu'elle parle de la capacité d'emprunt de la France sur les marchés financiers. Oui, il y a un réel problème, ça reste. Mais la Grèce, justement. Mais là encore, il vient de vous dire un truc qui est faux. On l'a déjà vu dans la vidéo sur la dette, et on le verra encore plus dans la vidéo qui sortira sur les impôts. La France n'emprunte pas d'argent, l'État est un émetteur de monnaie. C'est d'ailleurs pour ça que les pièces par exemple, sont émises par le gouvernement et vendues par la Banque centrale, comme je l'ai déjà appris dans la vidéo qui était sur le quantitative easing, le mensonge de la planche à billets.
Et l'État se fait même des bénéfices sur la vente des pièces à la Banque de France. Et l'État n'a pas besoin d'emprunter de l'argent pour émettre de l'argent dans l'économie. En fait, l'État dépense d'abord de l'argent et ensuite il vend un titre, une garantie qu'on appelle la dette. C'est pas pareil. Et qui est vendu uniquement en monnaie de banque centrale. Et d'ailleurs uniquement en monnaie de banque centrale française. Parce que là, je suis sur justement le système ESS, hein, et donc justement on a la liste des participants. Hein. Pourquoi est-ce que JP Morgan ou Goldman Sachs auraient besoin de faire partie des participants si pour acheter de la dette française, ils n'avaient pas besoin de monnaie de banque centrale française? Donc c'est qu'ils ont un compte à la Banque de France. Mais ça, il vous le dit pas. Il dit la France emprunte de l'argent. Mais donc, quand on voit ça, donc elle emprunte de l'argent qui est créé par la Banque de France. Et qui est sur le compte des banques privées qu'elles ont auprès de la Banque de France. Et donc, non mais, vous voyez, dès qu'on rentre un peu dans les détails, les mecs ils sont morts. Et donc vous aviez que ce document que je vous ai déjà montré sur Euroclear France. Hein. Euroclear France présente une situation particulière puisqu'il est à la fois un dépositaire central de titres français et l'un des gestionnaires du système de règlement livraison d'instruments financiers ESES. L'agent de règlement du système de règlement livraison ESES France et la Banque de France. Ainsi, les règlements sur ESES France se font en monnaie de banque centrale. De mémoire, hein, mais je le retrouverai. La Grèce a emprunté, tout pays qui emprunte à plus de 3% est mort. Tac, Ouais, ça ça, c'est lourd. ouais, Ça c'est lourd. Voilà. La Grèce, N'importe quoi. Tout pays qui emprunte à plus de 3% est mort. Donc les États-Unis sont morts. Hein, le Royaume-Uni est mort. Hein, l'Australie est mort. Hein, le Brésil est mort. La Russie est mort. L'Inde est mort. Le Canada, l'Italie, la France, l'Afrique du Sud, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, même le Portugal. La Corée du Sud est bientôt morte. Regardez, l'Espagne, la Grèce, la Turquie... Regardez, c'est-à-dire que 90%, même toute l'Union Européenne est morte, 3,06%. Toute l'Amérique est morte, et l'Asie, les 3/4 de l'Asie sont morts. Voilà, pareil, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est mort, et l'Afrique, j'en parle même pas, donc même 95% des pays sont morts, hein, selon ce qu'il vous dit. 70%, c'était tellement énorme. Et les Grecs ils étaient étouffés, ils ne pouvaient rien faire. Et là, les banques, en plus, attends, les 70%, eux, ils appuient sur un bouton et ils t'impriment. Moi, j'appuie sur ma Hewlett Packard et je te fais autant de billets. Hein. Y a pas de problème, tiens, je te les file, la Grèce. Tiens, prends des euros, prends des dollars. Nous, Et voilà, là, vous avez la preuve que Pierre Jovanovic ne comprend absolument rien au système monétaire, puisque il est en train de vous dire que les banques ont imprimé de la monnaie commerciale pour acheter la dette d'un pays. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tout se passe en monnaie de banque centrale. Donc, je veux dire, tu ne peux pas acheter de la dette en monnaie commerciale. Tu peux l'acheter en cash, parce que c'est la monnaie banque centrale, ou en monnaie de banque centrale. Et en plus, il y a plein de choses qui prend pas en compte, c'est le coût au bilan d'un titre de dette. Le coût au bilan d'une banque. Et après, si les banques veulent racheter des actifs, ça, justement, si on parle d'entreprise ou si on parle de bâtiments ou d'aéroports ou tout ça, s'ils achètent cet actif à une entité non financière, oui, alors ils impriment de l'argent pour l'acheter. Mais le seul problème, c'est que en fait, ça va taper dans leur bilan, ça va méchamment taper dans leur bilan. Ils ont une solvabilité à respecter. Donc si la solvabilité de la banque ne va pas bien,
Ils peuvent rien racheter. Et si par exemple ils achètent un actif à une entité financière ou à l'État, bah là ils ne peuvent payer qu'en monnaie de banque centrale. Or, il n'y a que la banque centrale qui peut créer cette monnaie. Donc déjà là c'est bien parce qu'il nous précise même pas. En fait, il nous dit un truc comme ça à l'arrache, mais il nous précise pas quoi a été racheté avec quelle monnaie. Il vous dit ah ouais voilà ils ont imprimé de la monnaie, ils ont racheté toute la Grèce et la dette grecque et blablabla. Enfin, la revue de presse, quoi. Parce que je me rappelle depuis février 2008, donc j'ai vraiment l'historique dans la tête. Bah, tu vois, là, ça nous relance sur l'autre sujet qui est en train d'être partagé par des gens comme Max Kaiser ou Nayib Bukele, bien sûr, mais aussi par Elon Musk. C'est-à-dire, eux, ils appellent ça le bond apocalypse, l'apocalypse des bons du trésor, le bond apocalypse. Pareil. Bah justement, comme je savais que tu allais aborder ça, là, hommage à... Oui, mais après, ça aussi, c'est bien beau de prévoir l'apocalypse des bons trésors, mais le système va utiliser quoi comme collatéral? S'ils n'utilisent plus au bon trésor, il leur reste quoi comme collatéraux, puisqu'ils ont pris... Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si aujourd'hui les pays riches sont vraiment grave endettés, c'est parce qu'en fait c'est toujours une histoire de crédibilité. Les pays riches sont obligés d'émettre de la dette pour donner des collatéraux aux banques. Et apparemment, ces deux messieurs, hein, il a beau être docteur en je sais plus trop quoi, ils ont toujours pas compris ça. Et alors il nous sort son truc avec les notes et blablabla. Mais bizarrement, il va jamais vous sortir la réglementation sur la décote des actifs et la pondération des actifs. Ce que je vous ai déjà sorti sur la chaîne dans plein de vidéos. Et il va pas non plus vous sortir le tableau que je vous ai sorti avant sur la décote des actifs de la BCE. Parce que tout ça, ça ne l'arrange pas. Donc les pays le plus sûrs, hein, donc, alors là c'est sur 5 ans, hein, grosso modo, c'est la Suisse. Donc c'est Standard & Poor's le met AAA. Qui n'est pas dans l'euro, on le rappelle. Hein, est-ce que ceci explique cela? Bon. Voilà. Et alors, le Japon... Alors... Là, il va bien falloir retenir un truc, parce que après ils vont dire un autre truc où il y a un rapport avec la Suisse. Alors quand les choses qui les arrangent par rapport à la Suisse, ils vous disent oh là là, la Suisse c'est génial. Et quand il y a des trucs où la France fait comme la Suisse, eh ben, ils vous disent oh là là, c'est très mauvais. Japon qui a un endettement à 260% du PIB, écoutez bien, ils sont notés A+, et ils sont dans le classement, ils sont très bien placés, ils sont à 18 points, allez 19, hein, soyons larges. En revanche, la France, la France, bah, elle est pas très loin de la Grèce, puisque la Grèce, elle paye 50, sur la Grèce, il faut payer 55 points, et la France, c'est 36 déjà. Et il y a une hausse sur la France de quasiment 18% en l'espace d'un an. Ouais, on emprunte au même Donc taux ça veut dire que, la Grèce. voilà, ça veut dire que les paris commencent à monter sur un défaut. Enfin, c'est pas un pari sur le défaut, c'est-à-dire qu'ils pensent que la France représente un risque colossal. Ouais, mais Enfin, j'ai envie de vous dire, regardez, il y a eu l'augmentation Covid comme tous les pays, et depuis ça stagne, donc augmentation colossale, et ça c'est pour le 10 ans. Hein. Si on prend le 1 mois, chute libre. Le 1 an, chute libre. Le 5 ans, il est plutôt stable et il est même en légère chute. Le 30 ans, il est un peu en augmentation. Donc, faut quand même aller jusque... Attends, le 20 ans... Le 20 ans, bon, ça remonte un peu, mais c'est pas au pire niveau. Hein. Et après, on a le recul sur 10 ans. Hein. Si je vous montre le recul sur 30 ans, on avait des taux à plus de 10%. Hein. Donc, dire que la France représente un risque énorme parce que le 10 ans, en 1 an, il est passé de 3,15 à 3,27. Enfin, voilà. Pensez ce que vous en... Et surtout, regardez le 2 ans. Le 2 ans, c'est pareil. Le 2 ans, regardez en 1 an. Parce qu'on vous dit, oh là là, la France va être sous tutelle du FMI. Donc, ça serait prochainement. Hein. Sauf que, regardez, sur le 2 ans, on est passé de grosso modo, de 3% à 2%. Donc c'est pareil, il prend que ce qu'il arrange pour son discours catastrophiste. Elle est notée A-, par exemple. Voilà, mais juste en dessous d'elle, voilà, on est grosso modo au même niveau que le Canada. Les États-Unis, déjà, ça commence à représenter un risque. L'Italie et la Grèce, bon, elle est quoi? Elle est à 4 places en dessous. Hein,
Les États-Unis, ça commence à représenter un risque parce que bon, alors on verra ça dans la vidéo que j'ai fait sur les impôts, mais c'est vraiment ridicule. Et d'ailleurs, on avait déjà vu un article de MacroAlf qui vous parlait justement de la dégradation de la note des États-Unis, qui disait ça change rien. Et donc un mec qui avait un portefeuille de 20 milliards d'euros et qui bénéficiait du quantitative easing, quand il vous dit que la dégradation de la note des États-Unis ça change rien, et vous dites oh là là, ça représente un risque. est à 55. Israël est à 99, donc pour vous dire. Alors, j'ai pas dit que tout va bien dans l'économie, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais faut arrêter ce catastrophisme. Parce que comme je vous ai dit, tout ça, ça fait le jeu du gouvernement. Après le gouvernement, justement, avec eux, on va se dire, oh là là, mais l'État il est en faillite. Bah oui, c'est sûr, là, il va falloir couper dans toutes les dépenses. Il va falloir accepter le budget de Bayrou. Comme ce que vous avez dit Alexandre Lohmann. C'est que, par exemple, l'Égypte est à 551 points, et la Russie, tenez-vous bien, 13 775. Bah, 13 775. Autonomie complète. Alors qu'ils sont pas endettés, les Russes, ou très peu. Bien sûr. Ouais. C'est un vrai scandale. Et les Turcs, pareil. Alors là aussi, ils nous parlent des Turcs, mais leur monnaie, elle s'est effondrée, donc bon. J'ai envie de te dire, et en fait, c'est toujours pareil, c'est une histoire de crédibilité. C'est la même chose. C'est pas une histoire de mathématiques ou de justice, c'est une histoire de crédibilité. Alors après, j'ai pas dit que les agences de notation, elles sont toutes blanches et machin chose. C'est toujours pareil, c'est ni tout blanc ni tout noir. C'est des nuances de gris, tu vois ce que je veux dire. C'est toujours pareil, mais il faut arrêter de raconter des conneries. Ils passent un coup de fil, ils disent à Moody's, Standard & Poor's, ils disent bon, vous dégradez la note de tel pays. Et du jour au lendemain, ce pays, tout coûte plus cher pour lui. Du jour au lendemain, ce pays perd des centaines de milliards. Du C'est jour ce au qu'ils ont lendemain. fait à la Turquie. C'est ce qu'ils ont fait à la Turquie. Rappelle-toi, c'est mon reportage à Istanbul. Il y a ce sénateur américain qui apparaît à la télévision. Alors je sais plus quelle chaîne, peu importe, et qui dit Monsieur Erdogan, ceci est un message pour vous. Je vous donne exactement 4 jours pour rendre le pasteur, qui est un espion de la CIA, qui était dans une geôle à Ankara ou je sais pas où. Je vous donne exactement 4 jours pour nous le rendre. Si Non, vous ne le rendez pas, vous allez voir ce qui va se passer. Erdogan, il a joué au cacou. Exactement, au 5e jour, il y a une attaque massive menée par la Chine. Ils ont détruit la livre turque et toutes les emmerdes pour les citoyens turcs ont commencé à partir de ce moment-là. Et c'est d'où, alors que la Turquie est un pays qui est très peu endetté par rapport à la France. Je veux dire, aujourd'hui, la livre turque devrait être plus forte que le dollar. Je veux dire, un pays qui est monté à 40%. Si les choses étaient logiques, si les choses étaient. Vous voyez là, il ne comprend absolument rien. Dans sa tête, il ne comprend même pas qu'il y a une pénurie de dollars dans le monde. Pour lui, c'est impossible. Bah oui, il connaît pas le marché de l'euro-dollar, il comprend pas l'histoire des collatéraux dans les bilans des banques, il vous raconte l'histoire de la planche à billets, donc il peut pas vous dire ce que moi je vous dis, sinon son narratif il tombe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la livre turque ? Je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Enfin, sérieusement, tu crois que si aujourd'hui, moi je suis une entreprise, une multinationale française, et il faut que je commerce avec le Japon, tu crois que je vais commercer en livre turc ? Bah non, la monnaie de référence internationale c'est le dollar, donc on va commercer en dollars. Et dans une prochaine vidéo, on va voir combien de fois est réhypothéquée la dette des États, spoiler, plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'il manque de dette dans le système, il manque de la dette dans le système comme collatéral, enfin comme collatéraux, si on dit des bons trésors. Et donc, qui dit un manque de collatéraux, dit une pénurie de monnaie. Et si personne veut acheter des bons au trésor turc parce que tout le monde en a rien à foutre de la livre turque, bah je vois pas pourquoi la livre turque, elle vaudrait plus que le dollar. Enfin, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'offre et de demande. Personne ne veut de la livre turque. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la livre turque ? Aller une fois en Amérique du Sud, dans un pays genre l'Argentine ou quoi, et
Allez là-bas avec de la livre turque, tout le monde va vous rire au nez. Par contre, aller avec des dollars, eh ben là, vous allez être accueilli comme un roi. Je veux dire, la valeur d'une monnaie n'a rien à voir avec l'endettement du pays. Ça, c'est encore un biais cognitif. Ben non, c'est même pas un biais cognitif, c'est un mensonge pour toujours faire du catastrophisme. Et regardez, c'est toujours pareil, c'est toujours pour mettre en avant les BRICS. Je veux dire, depuis le début de cette interview, bon, il y aura des cuts, mais si vous remarquez, il n'y a pas une fois où il tape sur les BRICS. Alors, j'ai pas dit que les BRICS, c'est tout méchant, machin chose, mais c'est pas les tout gentils non plus. Un pays qui est endetté à 40% du PIB et un pays qui est endetté à 150% du PIB, excuse-moi, mais la monnaie qui est la plus valable, c'est celle des Turcs et pas celle de dollars. Voilà, ça c'est mathématique. Voilà, c'est mathématique. Ah, non, ça marche pas comme ça. C'est une histoire de crédibilité. Les mathématiques, ça n'a rien à voir avec ça. Et si vous voulez un système monétaire international, il faut, pour garantir cette monnaie, des collatéraux. Et il faut des collatéraux qui soient liquides et sûrs. Est-ce que la dette turque est liquide et sûre et assez abondante? Bah non, parce que je veux dire... Alors, vous avez une dette turque, comme il nous dit, alors j'ai pas vérifié les chiffres, mais admettons que c'est 40%. Bah, vous prenez le PIB de la Turquie, vous faites 40% du PIB en dette, et vous voyez si avec ça, vous avez assez de collatéraux pour faire marcher tout le marché international, tout le système monétaire international. Spoiler, non. Alors là, on est sur un article justement de la banque de la Fed de Kansas City, qui nous parlait du reverse repo. Alors le principe du reverse repo, c'est que les banques donnent de la monnaie de banque centrale à la banque centrale, elle leur donne des liquidités à la banque centrale et en échange, la banque centrale donne un certificat qui est garanti par un bon au trésor. Voilà, elle lui donne un collatéral. Et donc, ils nous disent que justement, le programme Reverse Repo a atteint un pic en décembre avec près de 2700 milliards de dollars d'actifs. Et donc, décembre 2021. Or, au 30 décembre 2021, la Fed, combien est-ce qu'elle avait de bons trésors américains dans son bilan? Elle avait 326 milliards. Donc, c'est-à-dire que la Banque centrale des États-Unis, juste pour le reverse repo, elle réhypothéquait genre x7, un truc comme ça, je calcule de tête, ses propres bons du trésor. Si même la Banque centrale des États-Unis est obligée de réhypothéquer x7 ses propres bons du trésor, vous imaginez un peu combien est-ce qu'il manque de dette dans le système. Et on parle de la dette américaine, je crois qu'ils sont à 35 000 milliards de dollars, un truc comme ça, de dette. Donc lui, il est en train de nous dire que pour faire marcher le système monétaire international, avec la livre turque, elle devrait valoir plus que le dollar parce qu'ils sont endettés à 40%. Donc le PIB de la Turquie, c'est 1100 milliards de dollars. Ils nous disent 42% du PIB, allez, on va dire 600 milliards. On va dire la Turquie, elle a 600 milliards de dettes en tout. On parle même pas de bons au trésor, on parle de dettes en tout. Mais allez, on va prendre 600 milliards. La Fed, je le rappelle, a donné jusqu'à 2700 milliards de bons au trésor. On parle pas de toute la dette, juste de bons au trésor sur le reverse repo. Qu'est-ce que vous voulez que la Turquie puisse être un acteur du système de monnaie, du système monétaire international, alors qu'elle n'a pas assez de collatéraux à fournir à tout le monde. Et on oublie toutes ces histoires de ce que vaut la monnaie, machin chose. Donc, tout le monde en a rien à foutre de la livre turque. C'est ce que je vous dis. Donc, pourquoi est-ce que la livre turque vaudrait plus que le dollar ? Mais en vérité, ces mecs-là, ils sont tellement médiocres
qu'en fait ils sont à moitié escrocs catastrophistes et à moitié incompétents, parce que je suis sûr que tout ce que je vous ai dit, ils le savent même pas. Il y a la dette fédérale et la dette des collectivités locales américaines, beaucoup sont sous tutelle, d'ailleurs comme en France, hein, Paris devrait être sous tutelle. De toute façon, nos politiciens, leur technique elle est simple. Dès qu'ils arrivent quelque part, ils surendettent tout, ils balancent de l'argent dans tous les sens avec aucune vérification, aucune rigueur, c'est-à-dire ça part dans des assos, enfin ils font du clientélisme à base de dette. Donc la situation française, un politicien se fait élire dans une région. Bon, alors ça, je suis plutôt d'accord que les politiques font du clientélisme à base de dette. On est plutôt d'accord. Typiquement Ségolène Royal en Poitou-Charentes. C'est toujours facile de dépenser l'argent des autres pour pouvoir se faire élire. Ou comment il s'appelle, Anne Hidalgo à Paris. Ils utilisent le crédit de leur collectivité locale, territoriale, municipale pour endetter au max. Ils distribuent ça en contrat, en dons pour les associations, en subventions, etc. pour se faire une clientèle électorale. Et ensuite, ils se cassent avec un niveau de surendettement stellaire. Et derrière, t'as l'homme de la rue qui va dire on s'en est pas si mal tiré. Donc les gars, ils jouent sur du lourd. Parce que quand t'auras Jean Connard qui dira ah oui, on est endetté de 3500 milliards, mais on s'en est pas mal tiré pour le Covid, bah, tu pourras continuer. Tu vois, et voilà, c'est toujours pareil. C'est un connard. Est-ce que tu fais mieux, Idriss ? Mon cher Idriss, est-ce que tu fais mieux ? Depuis le début de cette vidéo, je suis en train de vous mettre des tartes à l'un et à l'autre parce que vous racontez que de la merde et que vous prouvez rien. Et le peuple ne comprend pas l'économie. Tout a été fait pour. Moi, j'ai des étudiants en économie, chez Giovanni, je vous suis depuis des années. J'ai eu mon diplôme, mais jamais on m'a parlé de tout ce dont vous nous expliquez. Hein, Et tu parles d'étudiants. Et genre parce que lui, il comprend l'économie. Je veux dire, il connaît même pas la différence entre la monnaie de banque centrale et la monnaie commerciale. Allez voir Pierre Jovanovic et demandez-lui ce qui se passe. Demandez-lui qui paye réellement les impôts en France. Parce que moi, j'ai déjà traité la vidéo, puisque comme on peut le voir, voilà, moi, la vidéo, elle existe déjà, hein, même si elle sortira plus tard. Moi, on pourra pas me dire si d'un coup, il sortait la réponse. Moi, je la connais déjà, puisque je vous ai fait une vidéo, mais qu'elle sortira dans assez longtemps. Mais ces mecs-là, regardez, comme je vous ai dit, il comprend rien au bilan d'une banque, il comprend même pas que la dette est un collatéral. Demandez-lui combien de fois un bon au trésor français peut être hypothéqué pour emprunter des dollars. Là, je peux vous dire qu'il va faire un gros blanc. Absolument. Donc, pour revenir au bon apocalypse, alors évidemment, tous les maximalistes Bitcoin disent ah bah l'arche de Noé, ce sera le Bitcoin, c'est ce que dit Max Kaiser, c'est ce que dit Nayib Bukele. Mais il n'y a pas assez d'or de toute façon. Et le problème, c'est que là, la Chine, puisque toi, tu es en effet le spécialiste de l'or, et t'as eu raison. C'est d'ailleurs, on se rappelle, hein, l'émission que t'as faite chez nous, qui a cartonné, qui a fait plus d'1 400 000 vues, c'est ta vidéo la plus vue sur tout YouTube. 1,5 million maintenant. Et elle a parfaitement dit que l'or allait exploser. Donc là, dito pour tous les gars qui diraient que tu prédis des crises qui n'arrivent pas, désolé, pour l'instant ton niveau de non, mais c'est toujours les mêmes. C'est marrant parce que c'est toujours les mêmes crétins, ça fait 15 ans qu'ils me suivent. Moi, j'avais parce que quand on voit, moi je vais juste vous montrer le prix de l'once. Je vais vous montrer le prix de l'once sur la période où Pierre, voilà. Donc je vais vous afficher ça pour remettre les pendules à l'heure une bonne fois pour toutes. Ça c'est le prix de l'once depuis la vidéo de Pierre. Donc on est sur un petit 84%, hein, en toute simplicité. Voilà. Bon, donc je sais pas si ça s'appelle prédire ou pas, mais moi en tout cas pour moi ça s'appelle prédire. Et je voudrais faire. Idriss, je ne prédis rien du tout. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Moustachu, hein, pour pas que ce soit. Alors on va remettre les pendules à l'heure aussi, hein, parce que bon, c'est facile de dire oh là là, je prédis, hein. Donc, on est sur jovanovic.com, hein, sur la revue de presse, hein, du 17 au 21 septembre, hein, de la demande pour l'or en hausse constante. Hein. C'est ce que je vous avais déjà montré dans la première vidéo que j'ai fait sur Jovanovic. Hein. Les Russes, les Chinois, les Indiens, les Iraniens raflent tout ce qu'ils peuvent en or. C'est marrant, aujourd'hui ils nous disent toujours la même chose. Et en cas de guerre avec l'Iran, il va de soi que le cours va s'envoler encore plus, sans compter sur les planches à billets de la Fed et de l'entêtement infini de la BCE. Un peu plus tôt, du 3 au 7 septembre, hein, il vous disait, voilà, les patrons des banques centrales sont réunis, blablabla, et que Mario Draghi est pas venu. Hélas, il n'a pas été encourageant, et du coup, les cours de l'or et de l'argent sont repartis à la hausse. Tous les sites spécialisés dans l'argent métal vous disent que celui-ci a dépassé les gains des actions, ce qui ne change rien pour l'avenir du papier. Dans la même catégorie, la Chine a fait savoir qu'elle comptait multiplier ses stocks d'or par 6, ce qui promet de nouvelles hausses. Et là, du 24 au 28 septembre, la guerre a été déclarée alors Dilingo au tungstène à New York. Dilingo. Et donc il écrit, voilà une belle opération de manipulation montée de toutes pièces, ou bien entendu mise tout de suite en avant par le Business Insider, le journal web anti-or à la solde de Wall Street, dont le rédacteur en chef est un ancien trader viré du floor pour fraude, blablabla.
Le plan de ceux qui pilotent cette affaire est clair, faire croire que les lingots sur le marché sont tous fourrés à la pralinée tungstène. Mais ce ne sont pas quelques arnaques de ce type qui vont empêcher les cours de l'or de remonter, bien au contraire. Ok, 24 au 28 septembre. Puisqu'il vous dit, oh là là, moi je suis un champion, il y a 2 ans je vous ai prédit une hausse de l'or. Bon, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2012 hein. Donc là, on est de l'or contre de l'euro, hein. On n'est pas contre du dollar. Hein. Eh ben, septembre 2012, hein, le 3 septembre 2012, et ben, oh là là, ça fait moins... Attends, on va être juste, ça fait moins 38, 39, 38%, hein, et ça le fait en 15 mois. Ça va quoi, hein. Quelle prédiction hein. Alors genre, tu vois, c'est toujours pareil, les mecs ils se font mousser, oh là là, mais je vous avais prédit une hausse sur l'or, blablabla. Non, ça fait, en fait, il vous dit depuis toujours d'acheter de l'or qui descend ou pas. Sauf que quand, en fait, il dit que l'or va monter et qu'il se prend une carotte de moins 40%, alors là, il dit rien. Par contre, quand il ajuste, ah ben là, oh là là, j'étais un champion. Ah oui, en fait, il a pas été un champion. Hein. Il prédit la même chose depuis 50 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, au bout d'un moment, ça se réalise. Mais alors, quand ça se réalise pas, ah bah monsieur, il le dit pas, tu vois. C'est toujours pareil. Alors là, je suis en train de remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce qu'il a comme mot aux gens qui ont acheté de l'or en 2012 et sur ses conseils et qui se sont pris moins 40%? C'est absolument scandaleux! Parce que compte tenu de l'inflation, je sais plus dans quelle vidéo j'avais calculé ça, c'était peut-être celle sur la valeur du dollar, que le dollar ne baisse pas dans le temps, ou je sais plus. Et ou alors c'était celle sur le réel pouvoir des banques centrales, je sais plus. Et on avait vu que un mec qui avait perdu son argent en septembre 2012, il n'a pas récupéré ses gains compte tenu de l'inflation jusqu'à mars 2024. Donc c'est-à-dire que pendant 12 ans, il est en négatif par rapport à des biens et des services. Alors je vous dis ça, je vous dis rien, donc c'est facile de se faire mousser ensuite. La revanche de la planche à billets. La revanche de la planche à billets. Et ce qui s'est passé sous la République de Weimar est en train de se passer. Donc franchement, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr hein, pour le coup. Il suffit de... mais comme je suis la crise financière... Ah oui, ce qui est en passé avec Weimar, c'est en train de se passer alors. Voilà, post d'Alexandre Lohmann, hyperinflation, beaucoup d'entre vous n'ont pas la notion des ordres de grandeur. Alors j'ai fait un graphe pour vous montrer la différence entre l'hyperinflation et la crise d'inflation post-Covid. D'ailleurs c'est justement... un sujet qu'on va traiter dans l'interview que j'ai faite avec lui et qui n'est pas encore sorti. Et donc ça c'est pic d'inflation avec la guerre en Ukraine, ça c'est hyperinflation théorique et ça c'est l'hyperinflation du Venezuela. Voilà, donc on est très loin de Weimar, surtout que les dernières projections d'inflation, il n'y a plus d'inflation. Voilà, inflation, rate 0,7% en mai, hein, donc en fait on est presque en déflation. Donc c'est toujours pareil, dire aussi, oui, mettre une corrélation entre l'or et l'inflation. Alors peut-être sur des énormes unités de temps, hein, c'est plusieurs dizaines d'années, ok. Mais quand en 2012 l'or perd 40%, c'est pas forcément la monnaie qui a gagné 40% de pouvoir d'achat. Hein. Je dis ça, je dis rien. Financière depuis 2008, donc effectivement voir les deux ensemble, c'est une évidence. C'est une évidence. Et c'est pas fini. L'or va continuer à monter. Absolument. Je vais afficher comme tu dis, c'est pas l'or qui monte. D'ailleurs, l'or. Tiens, tu entends, oh l'or va continuer à monter. Mais si demain il se casse la gueule, qu'est-ce qu'il en sait? Je veux dire, en septembre 2012, il nous a bien dit, oh l'or va continuer à augmenter. L'or est annoncé à 6000. Ouais, tout à fait. Je vous montre un peu parce que quand tu dis la République de Weimar, pareil, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Là, vous voyez quelqu'un, donc c'est l'hyperinflation de la République de Weimar. Typiquement, on brûlait des Reichsmark parce que, c'était pas des Reichsmark, c'était des Bundes, je sais plus comment on appelait ça. On en est quand même loin. Hein. Et c'est la même chose à suivre. Donc, tu vois, je voulais rappeler ça parce qu'évidemment, t'es suffisamment modeste pour pas te jeter des fleurs à toi-même. Et si il y a la moindre personne. Putain, qu'est-ce qu'il faut entendre? T'es assez modeste pour pas te jeter des fleurs à toi-même. Putain.
Qui y a le chat là qui vient de manger des fleurs là. Voilà. Mais si, j'insiste vraiment à dire, écoutez, utilisez votre tête concernant le fait que nous, on rigole pas du tout entre la mort d'Éric Donocé et Oui. le swatting de Pierre. C'est pas du tout une blague. Pierre a eu tout à fait raison. Et là, je vous parle en tant que quelqu'un qui a un certain nombre de plaintes que j'ai déposées avec des constitutions de partie civile, notamment contre des personnalités de très très haut niveau, notamment dans l'affaire des pédophiles en Suisse. Eh bien, je vous confirme qu'il faut pas communiquer tout de suite et que de ce point de vue-là, Pierre a eu raison. Mais je veux dire, juste posez-vous une question simple. Est-ce que Pierre, c'est Peter Jackson? Est-ce qu'il a 1200 figurants pour faire la bataille du gouffre de Helm? Non, mais ça vaut même pas la peine d'en parler, je veux dire. Ah oui, mais moi je veux terminer Il faut être un débile mental profond pour oser dire. Voilà. Il faut expliquer les choses avec de la logique. Ok, partez de l'hypothèse, moi j'ai pas de problème parce que les gens traitent toutes les hypothèses. Vous partez de l'hypothèse, ouais, c'était une mise en scène. Alors ça veut dire que Pierre il dispose de 40 personnes en uniforme qui peut mobiliser dans Paris, mais que c'était pas des vrais uniformes. Ça signifie que ces mecs devraient être en prison puisque ça a été filmé et que les voisins l'ont vu. Or, usurper l'uniforme, je vous assure, c'est pas quelque chose de bien vu dans n'importe quelle situation. Or, ces gens-là, renseignement pris, ne sont pas en prison, donc c'était des vrais uniformes. Donc maintenant, votre logique, tarabiscotée, signifie que Pierre est capable de mobiliser 40 vrais policiers en uniforme sans que les Idriss, ce sont des jaloux. Je Les mecs là, ils disent. veux les terminer une fois pour toutes parce qu'aujourd'hui, t'as des gens qui n'utilisent pas leur cerveau. Si tu veux. Moi, j'ai écrit libérer votre cerveau. J'apprends aux gens à utiliser leur cerveau. Donc, à un moment donné, je vais utiliser votre logique. Essayez de voir où votre raisonnement vous mène. Pierre est donc capable, selon cette logique, de mobiliser 40 personnes en uniforme et de les avoir dans Paris. Et l'Élysée n'est pas au courant. Et ces 40 personnes en uniforme qui produisent cette mise en scène ne sont même pas réprimandées le lendemain et ne sont même pas mentionnées dans la presse. Ce qui signifie donc que la presse est amie de Pierre. Bon, bref, il n'y a rien qui va dans ce raisonnement. Mais donc, tu sais qu'il y a tous les jours, il y a 3-4 personnes qui viennent de Naples pour voir si notre porte vraiment du jardin des livres a été cassée. C'est en train de devenir un tourisme. Oui, c'est ça, c'est jour des portes ouvertes. Exactement. Donc, voilà, je veux utiliser votre tête. La meilleure façon de ne pas être manipulé, c'est d'utiliser votre tête et de regarder les conséquences logiques du postulat. Vous savez, c'est le principe d'un raisonnement par l'absurde. Vous prenez le postulat et vous regardez quelles sont les conséquences logiques. Et là, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Macronie est aux abois. Donc, il est en train de dire, oh là là, c'est pas une mise en scène et blabla, mais c'est bizarre. Le scénario que j'ai évoqué, il l'évoque pas. Hein. Le scénario que j'ai évoqué, c'est que il y avait bien des policiers, des pompiers, tout dans la rue. Mais soit c'était pour complètement autre chose, soit c'était même une autre année pour autre chose, puisque moi dans ma vidéo que j'ai fait sur lui, j'ai quand même prouvé, c'est totalement prouvé que le mail qu'il présente, puisqu'il dit que la veille, YouTube lui a envoyé un mail soi-disant parce que pour automutilation et tout, ce mail c'est fake. C'est un mail qui date d'il y a plusieurs années. Et en plus, les photos qu'il a montrées là, qu'il y avait 2 camions de pompiers anti-incendie, alors qu'il dit qu'il n'y en a que un. Il y a eu plein de trucs où plusieurs fois il s'est contredit et tout. Ouais, et comme on a vu dans ma vidéo, ouais, ils n'étaient pas devant le jardin des livres. Je dis ça, je dis rien. Et puis, j'ai envie de dire, on va regarder aussi ça un petit peu. Qu'est-ce que nous dit Monsieur Brouza par rapport à tout ça? Aujourd'hui, au niveau du pouvoir, on sent quand même, par rapport aussi aux informations qui nous parviennent, parce que la chance que nous avons, c'est que certes, nous avons une police au service du pouvoir, mais une police aussi qui parfois réfléchit. Et il y a certaines personnes qui informent d'autres personnes de certaines situations de danger ou de dangerosité. Et si je prends le cas, par exemple, de Pierre Jovanovic a subi quand même quelque chose qui est quasiment du jamais vu, une intervention entre 2h et 3h du matin, faite par le GIGN, et intervention qui devrait avoir pour finalité de le protéger à 3h du matin. À 3h du matin, en défonçant la porte de son domicile et en défonçant. Donc voilà, à 3h du matin, puisque Jovanovic nous dit, oui, c'était dans la nuit. Voilà, je sais plus, du samedi au dimanche, et alors un coup il dit oui, c'est 1h du matin, et d'un coup il nous dit ah oui, mais sur les photos, rappelez-vous, regardez ma vidéo, il dit bien que dans l'interview, je crois que c'était sur GP, non justement c'était chez Aberkan, où il avait dit que ah oui, il y a quelqu'un qui a décodé les métadonnées des photos et qui nous a dit ah oui, c'était même à 3h33. Sauf que, moi j'ai retrouvé, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Si vous ouvrez l'image, vous verrez l'heure qui s'affiche 3h33. Pas fait exprès, car au moment, pensée prière de lumière pour Pierre Jovanovic et ses éditions. Déjà victorieuses et blablabla, c'est cette épreuve pour permettre aux anges de Pierre leur manifestation plus radieuse encore, blabla. Et on voit 3h33, c'est l'heure du téléphone. Ce que la Cécile, elle nous explique, c'est qu'elle a vu ça. Ce tweet à 3h33.
Et qu'est-ce que nous dit Pierre Jovanovic et Monsieur Brouzin? C'est que grosso modo, les métadonnées des photos ont été extraites et que les photos avaient été prises à 3h33. C'est absolument scandaleux. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de la manipulation? Donc moi je suis désolé, mais dans ma vidéo j'ai terminé Pierre Jovanovic et Idriss Aberkan et je viens de les terminer à nouveau. Et moi j'aimerais bien quand même voir la gueule de la plainte, hein, que ce soit de Pierre Jovanovic ou Brouza qui avait dit que ils allaient porter plainte, blablabla. Parce que moi je vous assure que vu que c'est du fake, s'il y avait une plainte, eh ben c'est 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et bien sûr, il serait rayé du barreau Monsieur Brouza. Et d'ailleurs, il devrait déjà l'être rien que pour ce qu'il a dit là dans les vidéos. Que la disparition d'Éric Denocé est quand même extrêmement troublante et on est dans une situation où il y a des ennemis qu'on aimerait faire disparaître. Et quand vous voyez ce qui est arrivé à Pierucci, donc, qui est pas mort, hein, mais qui a été envoyé en prison avec des sicarios nicaraguayens, vous voyez quand même que les gens qui commencent à parler de la privatisation des bijoux de famille français, de la trahison des intérêts économiques de la France, ces gens-là finissent très mal. Or, Éric Denocé le faisait, toi, Pierre, tu le faisais, et tu le fais toujours d'ailleurs, et bravo à toi, et votre serviteur le fait. Donc voilà, que les choses soient dites une bonne fois pour toutes. Maintenant, pour revenir à cette notion de bande apocalypse, évidemment, Nayib Bukele te dira, moi, ma solution c'est or plus Bitcoin, donc il essaie d'en prendre plein. La Chine cache toujours l'or qu'elle prend, hein. On voit que la Chine a des stocks d'or qui sont bien supérieurs à ce qu'elle a déclaré. Elle n'arrête pas. Genre, l'or c'est pas liquide. En fait, c'est toujours pareil. Ces gens ne sont pas au fait de comment fonctionne le système monétaire actuel. Et vu que les banques peuvent multiplier la monnaie dans un monde libre, dans un monde où il n'y a pas de contrôle de capitaux, soit les pays comme la Chine et tous, ils veulent vraiment mettre en place un standard or, soit il y a un contrôle des capitaux strict, mais le système ne marchera jamais parce que vous avez en face le marché de l'euro-dollar, comme je vous ai déjà expliqué, et que donc les banques vont pas aller se faire chier dans une dictature monétaire. Ou bien il y a plus de contrôle des capitaux et donc vous aurez une multiplication de la masse monétaire et derrière les banques vont revenir voir la Chine et vont dire moi je te rends ta monnaie et je veux mon or. Et là en fait vous aurez le même problème qu'a eu les États-Unis avec le Bretton Woods. Où justement vous avez cet article de la fête de Saint-Louis qui vous dit à la fin, alors que l'administration américaine tentait de contrôler les sorties de dollars, les multinationales désireuses de rentabiliser leurs excédents en dollars et les banques tout aussi soucieuses de satisfaire la demande ont trouvé des moyens de contourner les contrôles. Après son émergence, le marché de l'euro-dollar a joué un rôle important dans le système de Bretton Woods ainsi que dans son effondrement et sa disparition dans des années 70. Chose que Jovanovic ne vous dira jamais. Et alors, est-ce que Jovanovic vous a déjà parlé du marché de l'euro-dollar? Non, surtout pas, parce que sinon il serait dans la merde, il serait comme un con. Et d'après Max Kaiser, donc il y a ce bond apocalypse qui vient, c'est-à-dire que bientôt plus personne ne voudra des bons du trésor, aussi bien américains ou autres. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que je commence à voir dans ma revue de presse des petits indicateurs où le dollar est en train de perdre du terrain. Alors, en réponse, ça fait 40, je veux pas dire ça fait 40 ans, ça fait 10 ans. Le problème du dollar, c'est pas qu'il perd de la valeur, c'est que ils ont je sais plus combien, 20 porte-avions qui vont avec. Donc, c'est dont un. Alors attends, on va faire cette parenthèse. Ils arrivent devant un pays en disant bon tiens, tu vas acheter des bons du trésor. Et d'ailleurs, je signale que la France continue à acheter des bons du trésor des États-Unis. Non, mais c'est quand même, faut le faire. Alors que l'argent qu'on met dans la dette américaine, je veux dire, on pourrait le mettre dans nos hôpitaux. Alors déjà, là il nous reparle de son histoire où la France achète de la dette américaine, donc allez voir mes 2 autres vidéos que j'avais fait sur lui. Donc en fait, grosso modo, c'était un de ses lecteurs qui avait mal lu l'article. L'article disait que les États-Unis allaient emprunter autant que ce que la France avait emprunté depuis le début de l'année, et ils avaient donné un chiffre, j'ai oublié ce chiffre, et il avait dit oh là là, Macron est en train d'acheter de la dette, et en plus il nous avait dit que celui qui avait prévenu c'était un de ses lecteurs et que grosso modo c'était un expert du marché obligataire, alors qu'en fait c'était juste un mec qui savait pas lire un article. C'est absolument scandaleux. Et puis dans ces mêmes vidéos, je vous avais montré que la Suisse
a 25% de son PIB qui est investi dans de la dette américaine et qui a un autre 25%, enfin non, mais un petit peu moins, qui a 140 milliards de dollars qui a investi dans le marché boursier américain et que c'est même la seule banque centrale qui investit dans un marché boursier autre que le sien. Alors avant, il nous parlait de la Suisse. Oh la Suisse, oh là là, c'est bien la Suisse. Par contre, là, si la France achète de la dette américaine, oh là là, oh le méchant français. Mais quand les Suisses le font, ah là, on dit rien du tout. Hein. Et ensuite, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un mauvais placement d'acheter de la dette américaine? Bah non. Et en plus, vous avez toutes les histoires de réserves de change et compagnie. Mais ça, ils n'en parlent pas. Et en fait, c'est pas son but. Son but, c'est toujours pareil, c'est le catastrophisme. C'est de dire, oh là là. C'est pareil, il nous dit... On dit, ah oui, c'est parce qu'ils ont 20 porte-avions, c'est pas le dollar qui a baissé. Mais comme on avait vu dans ma vidéo, justement, où je disais que le dollar n'a pas perdu de valeur, dans la plupart des pays du monde, hein, depuis 2011, le dollar a pris de la valeur face à des biens et des services. Alors pendant que tu cherches ça, déjà en 2024, Pascal Savoldelli, sénateur communiste NFP, met en garde dans Libération contre des mesures d'austérité similaires à celles imposées à la Grèce, donc c'était déjà dans les tuyaux, on le sait. Et bien sûr, vous avez l'économiste Marc Toiti, je le salue, hein, parce que lui, il a toujours estimé que le gouvernement à l'époque, déjà Barnier, le maire, serait incapable de redresser les finances publiques pendant que vous aviez... Alors ça aussi c'est pareil, Marc Toiti, on a déjà fait une vidéo sur Marc Toiti. Marc Toiti, il croit que ce que vous avez sur votre compte en banque, sur votre... compte courant, c'est au passif de la Banque de France. Et donc on avait vu que bah non, c'est pas du tout le cas. Donc ça c'est vraiment de l'économie de base. Le mec ne sait même pas ça. Donc en fait Marc Toiti c'est juste un mec qui sort des trucs de son chapeau et une fois tous les 15 ans il a raison et il faut en faire toute une statue. Mais le mec il est aussi tout le temps catastrophiste, tu vois. Donc dès qu'il y a un truc qui se passe, ah non, je l'avais prévu, bah ouais, mais bon, tu t'es trompé pendant 15 ans. Hein. BFM TV qui vous disait que si, Ça c'était pas difficile, hein. Parce que j'allais dire oui, c'est pas complètement difficile, je suis complètement d'accord, mais ça leur met cible dans le dos à tous ces gens-là. Alors, les agences de notation Fitch et Standard & Poor's n'ont pas encore dégradé la note française au point de signaler un risque imminent de défaut, mais la vigilance est de mise. Alors c'est-à-dire on a quand même une des agences, je sais plus laquelle, qui a refusé de noter la dette française. Donc là c'est quand même. Ça veut tout dire, ça veut pire. En fait, c'est même plus grave. C'est pas bon signe, on est d'accord. Oui, c'est ça. Bah, j'ai la liste. Voilà. Alors il revient pas sur la dette, mais non, ils ont pas refusé. Il s'abstient de noter la France et donc en fait bah c'est simplement que c'est toujours pareil, aucune action n'a été prise au sujet de la note de la France. Ok, donc c'est pas un refus, c'est simplement que la note ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Alors déjà, BFM, ils s'amusent à faire un truc putaclic, en disant oh ça s'abstient. Non, c'est aucune action n'a été prise au sujet d'une note de la France. Regardez, 4 mois après l'avoir rétrogradé d'un cran, l'agence de notation Moody's n'a finalement pas actualisé la note de la France vendredi. C'est pas un refus. Et ça, c'était en avril, le 12 avril. Et là, le 30 mai, l'agence S&P laisse la note de la France et sa perspective négative inchangée. Donc en fait, c'est pas un refus. Mais c'est toujours pareil, il faut faire peur. Oh là là, blablabla, blablabla, et blablabla, tu vois. À qui devons-nous tout cet argent? C'est vrai qu'il y a un audit de la dette, à qui on la doit, c'est très très secret tout ça. Ah, absolument, c'est extrêmement opaque et l'agence France Trésor se garde bien de nous le dire. En plus, il y a un autre problème, c'est que les gens peuvent se refiler, ou revendre, pardon, ils peuvent se vendre entre eux, les fonds du Trésor de la France. Voilà, exactement. Mais néanmoins, c'est ce qui nous différencie des Japonais, c'est que les Japonais, eux, majoritairement, possèdent leurs dettes, donc ils sont pas là, je veux dire, qu'un étranger leur fasse un chantage, ils s'en foutent royalement. En revanche, si les États-Unis ou je sais pas, même les Allemands, si la France fait un défaut de paiement, comme ça a été le cas de la Grèce, ou ça a failli être le cas de la Grèce, et justement, on a endetté la Grèce pour que la Grèce puisse rembourser la Société Générale, Deutsche Bank, etc., pour que ces banques ne fassent pas faillite, je rappelle. Très important. Oui, alors il nous refait tout son blabla. Alors déjà, il nous dit un truc totalement faux. Il nous dit oui, l'agence France Trésor ne nous le dit pas. Non, l'agence France Trésor ne le sait pas. Il y a que Euroclear qui le sait. Et en plus, comme je l'avais déjà montré, justement, c'était dans la vidéo sur Philippe Erlin. Justement, il m'a dit que j'étais un traître. Eh ben, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de dire qui a acheté des bons au trésor ou de la dette française. Et là, c'est pareil, oh là là,
Oh là, il y a trop d'étrangers qui ont la dette, qui ont de la dette française, blabla. Mais en fait, si, alors, ça c'est toujours pareil. C'est ce que je vous avais déjà dit. Alors d'un coup, le Japon c'est génial, ils ont toutes leurs dettes à eux. Sauf qu'ils sont à 260%. Nous, on est à 113% et on a 54% de nos dettes chez les étrangers. Donc moi j'ai envie de te dire, on n'a qu'à doubler notre dette et tout acheter par la banque centrale. Et puis donc ensuite on passera de 54% qui est détenu par des étrangers à plus que 27%. Et on pourrait même multiplier plus que x2 la dette pour arriver à 260% comme le Japon, et donc en fait, et tout racheté par la Banque Centrale Française, et donc ensuite, on aurait 80% de nos dettes qui appartiendraient à la France. Puisque c'est ce qu'il est en train de nous dire, que le Japon c'est génial maintenant, donc on n'a qu'à faire comme eux. Vous voyez, et c'est toujours comme ça les arrange, et le truc c'est que, s'il n'y avait pas des étrangers pour acheter notre dette, les taux d'intérêt seraient beaucoup plus hauts. C'est ce que aussi vous avez dit Alexandre Lohmann sur la vidéo que j'ai fait sur Tom Benoît. Enfin, l'interview qu'on a fait ensemble sur Tom Benoît. C'est pareil. Et en plus, il vous dit pas que je sais plus, je crois que c'était en 2009, qu'il y avait 70% de la dette française qui appartenait aux étrangers et que ça a ensuite baissé, je crois, jusqu'à 47% pour remonter à 54%. Ça veut quand même dire que la dette française est attractive. Mais ça, il peut pas vous le dire parce que sinon, ça casse tout son narratif d'avant. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui possèdent effectivement la dette française, énormément. Et c'est ça le problème. Alors, est-ce que l'utilisation de l'euro numérique pourra équilibrer les comptes publics? Alors, pas une seule seconde. Hein. Non, mais en plus, moi, l'euro numérique n'a aucun avenir, strictement zéro. Sauf si forcé. Il y a une loi. Non, mais voilà, une loi qui oblige les salariés, les patrons d'entreprise, à payer les salaires. Ouais, exactement. Voilà, mais ça redressera les comptes. Si tu as la question, c'est est-ce que ça redressera les comptes? La réponse est non. L'économie informelle existe, c'est vrai, et on inclut déjà la prostitution dans le PIB, on inclut déjà le trafic de drogue dans le PIB, notamment pour harmoniser avec les pays où la prostitution est légale. C'est très amusant. Alors, moi, je pense aussi que ça va faire un bide. Maintenant, je peux me tromper, mais c'est même un problème, c'est pour la crédibilité de la Banque Centrale si ça fait un bide. Là, c'est marrant, alors là, on vous passe ce genre de merde, là. Oh, j'ai acheté de l'argent et de l'or à cause de vous, je regrette pas. Oui, mais au bout d'un moment, il faudra bien sortir parce qu'il y aura une chute. Est-ce que Jovanovic va pouvoir vous dire quand est-ce que l'or va chuter? Puisque en 2012, ouais, c'est bien, hein, mais bon. Ensuite, tu t'es pris à moins 40% dans la tête. Hein. Alors, la clé, c'est le pétrole. Voilà. Est-ce que Jean-Bernard pourrait donner... il y a deux clés dans le monde. Il y a deux clés pour une raison très simple. C'est lorsque Nixon, le 15 août, toujours le 15 août, observe ma fiche. Elle a été virée le 15 aout. Et j'ai dû attendre 5 ans avant qu'il la remette. Et encore, ils écrivent des conneries. 15 août. Nixon apparaît à l'écran, dit c'est fini, plus aucun pays ne pourra échanger ses dollars en excédent contre des lingots d'or. Le traité de Bretton Woods. Mais alors, quelle est l'arnaque qu'ont fait les Américains tout de suite dans la foulée? Je rappelle, c'est grâce aux Saoudiens d'ailleurs. Et Eric Laurent avait fait un très bon bouquin là-dessus, il était très très bon à l'époque. C'est qu'ils ont imposé le pétrodollar. C'est-à-dire que si vous vouliez commercer, il vous fallait d'abord avoir des dollars pour acheter du pétrole. Pour acheter du pétrole sans qu'il n'y ait pas de dollars. Le blé, le maïs, le café, le chocolat. Par contre, vous voyez ce que je vous ai montré avant sur l'euro-dollar. Ouais, ils vous en parlent pas. Hein. On nous pose rapidement la question, est-ce que vous êtes en bonne santé physique, mentale? Avez-vous l'envie de vous suicider? Non, nous ne l'avons pas. Et en effet, vous faites bien de poser la question. Vous êtes 14 000 en direct à la poser. Parce qu'en effet, là, merci à vous tous, vous êtes adorables. On vous voit toujours. Oui, on vous voit. Toujours. On vous voit toujours. C'est alors, franchement, il fait pitié qu'avec son on vous voit. Moi aussi, je vous vois. Hein. Alors, la question qu'on me dit, est-ce qu'il faut encore acheter de l'or? Est-ce que c'est pas trop cher? C'est la question qui revient de là. J'étais en dédicace à Béziers. À Béziers, on m'a posé la question. Est-ce que c'est pas trop? C'est la question que 16 ans on me pose la même. Non. Voilà, non. Si vous n'en avez pas. Alors, c'est marrant, il dit, ouais, ça fait 16 ans qu'on me pose la question. Ouais, mais en 2012, moins 40% dans la gueule. En tout cas, si vous n'en avez pas, c'est sûr qu'il faut en acheter de l'argent, acheter des pièces d'argent. Voilà. Des Maple Leaf, des 50 francs Hercule. Donc des petits lingots de 10 grammes en or. Voilà, ou des petits lingots, mais voilà, acheter de l'once quand même. Une once, c'est des pièces en or. Même la Libertad mexicaine, c'est celle qui met là. C'est marrant parce qu'ils vont pas du tout vous expliquer la fiscalité, hein, preuve qu'ils y connaissent rien. C'est pas compliqué, vous prenez celle qui est voilà. Les plus Rothschild faisait des lingots d'or à 997 de mémoire. Hein, voilà. Mais enfin 996, 995 jusqu'à 999, ça va. Donc en effet, vous priorisez ce genre de pièces et Olivier Delamarche disait d'ailleurs. Il vous a juste dit acheter un 50 francs Hercule. Hein. Je rappelle que le 50 francs Hercule, hein, c'est du 900 millième. Hein. On est loin du 997 ou du 999. Hein.
Et le peso mexicain, hein, c'est pas beaucoup mieux, hein, puisqu'elle est en 900 millième aussi. Hein. Alors attention, je vous ai pas dit de pas les acheter et tout. Hein. Je sais même plus si j'avais fait un truc sur la fiscalité. Peut-être qu'un jour je le ferai pour voir. Mais faut pas acheter n'importe quoi parce que en fait vous pouvez vous prendre une fiscalité dans la gueule. Prioriser. Il y a maintenant les ronds de flanc classiques. Je crois que c'est la Suisse qui fait ça. Où c'est en fait, il n'y a même pas de facial. Enfin, il n'y a même pas de pile ou de face. C'est un rond en or pur. Ouais, mais ça manque, ça manque. C'est neutre, c'est pas drôle. Mais si tu veux à stocker, c'est plus facile, quoi, parce que sinon les pièces faut quand même faire gaffe qu'elles s'usent pas, etc. Bon, mais après, c'est un truc en plastique et c'est bon, quoi. Tu les mets. Ouais, voilà. Faut vraiment le vouloir. Non, mais c'est quand même marrant. Les mecs, ils parlent plus juste du style, mais ils parlent pas de la fiscalité. Sur le côté droit, là, sur quotidien.com, vous avez tout un tas de d'indications. Et à gauche, vous avez des pièces d'or, des pièces d'argent, etc. Qui prennent de la valeur. Même ceux qui ont très peu de sous, qui ont très peu d'épargne, vous pouvez acheter des pièces d'argent. De toute façon, ça va monter. Oui, l'argent, c'est une très bonne idée, absolument. Ah, voilà. L'argent, c'est une très bonne idée. Bon, bah écoute, on a fait le tour, on va terminer là-dessus. Bon, alors, je suis quand même plutôt haussier sur l'argent aussi, puisqu'il y a toujours un décalage entre l'or et l'argent. Bon, bah écoutez, on va terminer là-dessus. C'était un Il plaisir. faut aller chez les vendeurs d'or qui sont là depuis j'allais pas dire des siècles, mais si, c'est le cas de Joubert, par exemple, ils sont là depuis quasiment 100 ans. Ils ont 9000. Voilà, donc quand vous avez ISO 9000, quand même, c'est du sérieux. Voilà. Est-ce que tu as Il faut toujours faire manger les poteaux. Hein. est-ce que tu as le 2008 avec toi? Bah oui, j'en ai un là. Voilà, entre-nous, s'il te plaît. Parce que je m'en sers pour poser la caméra. Et puis, il faut faire la pub. Le dernier sujet, c'est que justement, tout à l'heure, j'ai donné le cas de CNN, où ils ont moins de spectateurs que nous. C'est quand même assez incroyable. Voilà. Et donc, je salue, et vraiment, je vous encourage toutes et tous à soutenir justement des chaînes comme Idriss, comme la mienne, comme TV Liberté, comme Toxin, leurs opinions politiques, etc. Tout le monde a ses petites. Mais dans l'absolu, c'est nous qui réinformons les Français, chacun à notre façon. Mais quand vous suivez tout le monde, vous arrivez à obtenir vraiment la réalité. C'est comme dans les années 80, 60, tout le monde achetait le mercredi, tout le monde achetait Minute pour avoir le truc de la droite et le canard enchaîné pour avoir le truc de gauche. Voilà, on était bien informés. Voilà. D'accord. Et je Ouais, non, vous êtes complètement désinformés comme on a pu encore le voir. Vous êtes juste des pigeons pour les faire vivre. En fait, votre argent, c'est leur RSA. T'as parlé de TV Liberté qui est à droite en effet, mais qui invite des gens de gauche de temps en temps, ils le font très bien. Et on salue. Ils ont fait sauter leur compte bancaire. C'est pour les tuer. C'est pour les tuer parce qu'il y a des milliers de personnes qui virent chaque semaine ou chaque mois, genre 5 euros, 10 euros ou 50 euros. Et donc, tous ces gens vont être obligés il faut les prévenir parce qu'ils ne le savent pas forcément. Il faut leur dire, monsieur, vous voulez bien changer votre RIB, enfin prendre notre nouveau RIB, etc. Et la banque a expliqué à Martial Bild que c'est strictement temporaire, c'est juste pour 6 mois. Donc ça se trouve dans 6 mois, ils vont être virés, ils vont être obligés de demander à la Banque de France et ils vont les balader comme ça. Mais c'est une méthode de bip. Hein. Voilà. Oui, c'est ce que Mais il veut pas nous dire que Bulldog Media est limite en faillite. Hein. Bien ça, c'est un peu comme la descente de police là, du raid aussi bien au jardin que chez moi, mais c'est surtout le patron de Telegram où l'Elysée, Macron l'invite à dîner, le mec il arrive super content avec son avion privé, il atterrit au Bourget et là il le coffre. Voilà, et c'est une méthode de bip. Ouais. Écoute, Pierre Jovanovic, merci infiniment. Merci à toi Idriss, et voilà, Bref, sur ce, moi je pense qu'on a assez vu de conneries, moi ça m'a assez saoulé. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, ciao.